L'acier froid pressé contre la gorge de Marcus Stone lui semblait plus tranchant que n'importe quelle lame Apache qu'il avait affronté au cours de ses 5 années de guerre à la frontière. Il se réveilla dans l'obscurité, le goût amer du whisky encore sur la langue, et le poids du genou d'une femme qui lui clouait la poitrine au lit étroit. « Mon père est mort dans ta cabane hier soir », murmura-t-elle d'une voix qui portait le calme mortel du vent du désert avant la tempête. « Tu es le dernier à l'avoir vu respirer. » Marcus ne broncha pas, il ne pouvait pas. Avec ce couteau qui traçait une fine ligne de chaleur juste sous sa mâchoire, dans la faible lumière de la lune qui filtrait à travers les volets fissurés, il pouvait distinguer les pommettes saillantes, les yeux sombres qui ne reflétaient aucune peur, et les longs cheveux noirs qui tombaient comme un rideau autour d'eux, à la fois beau comme un Apache et prêt à tuer. Ses mains reposaient immobiles à ses côtés. Un faux mouvement, un souffle brusque, et la fille de Dakota peindrait son plancher en rouge. Le sang du vieil homme était encore sous les ongles de Marcus, qui avait tenté de le sauver. Maintenant, sa fille tenait le jugement au bout de sa lame. « Si je voulais la mort de ton père, » dit Marcus doucement, « je n'aurais pas passé toute la nuit à changer ses bandages. » Le couteau tremblait non pas de peur, mais de rage à peine contenue. Que choisirait-elle? La vengeance ou la vérité? Et avant de décider où mène l'histoire, clique sur le bouton « J'aime » et dis-nous dans les commentaires d'où tu regardes ce soir. Le souffle de la femme était régulier contre son visage, assez proche pour qu'il puisse sentir l'odeur de sauge dans ses cheveux, et voir les perles argentées tissées dans sa robe en peau de daim. Ses courbes se pressaient contre lui alors qu'elle se penchait. Le cuir souple contenait à peine la rondeur de ses seins, qui montait et descendait à chaque respiration calculée. « Prouve-le, dit-elle. » Marcus détourna les yeux, rien d'autre. Vers la table de chevet. La trousse de secours de ton père était toujours là où il l'avait laissée. Du sang sur ses chiffons provenant de 3 changements de bandage. Sa voix resta calme, j'essayais de le sauver. Pas de le tuer. Elle suivit son regard, le couteau ne vacillant jamais. À côté du lit gisaient des bandes de tissu déchirées, sombres de sang séché. L'odeur amère du saule et de l'aquilée millefeuille flottait encore dans l'air. Sa main libre se tendit. Ses doigts touchèrent la trousse à pharmacie, qu'elle savait appartenir à son père. « Tu aurais pu préparer ça, » dit-elle, mais le doute s'insinua dans sa voix. « J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. » Marcus observa son visage. « Ton père m'a parlé d'Ayakawa avant de mourir. Des raids qu'il prévoit. De la trahison. » Le couteau s'enfonça plus profondément. « Tu ne sais rien de mon oncle. Je sais qu'il va causer la mort de beaucoup de gens. Les blancs et les métis. » Marcus bougea légèrement pour tester. Elle ne le coupa pas. « Ton père voulait que cela cesse. Mon père est mort à cause de la cupidité des blancs. » Les muscles de sa cuisse se tendirent contre ses côtes, alors qu'elle se penchait en arrière. Le mouvement fit remonter sa robe, révélant la courbe lisse et bronzée de sa jambe. « À cause d'hommes comme toi. » Peut-être, mais pour l'instant les hommes comme moi sont les seuls à pouvoir s'approcher suffisamment du camp d'Ayako pour empêcher ce qui va arriver. Elle l'observa longuement, ses yeux sombres scrutant son visage à la recherche d'un mensonge. Le clair de lune reflétait la lueur de la transpiration. Sur sa gorge, traçait la ligne de sa clavicule, là où elle disparaissait sous le cuir souple. Quand elle finit par parler, sa voix avait pris un poids différent. « Je suis Kaya Takota, était mon père. » Elle recula le couteau d'1 centimètre. « J'ai observé ta cabane depuis la crête. Je t'ai vu le porter à l'intérieur. J'ai vu la lumière brûler toute la nuit. » Marcus expira lentement. « Alors tu sais que j'ai essayé de l'aider. Je sais que tu as échoué. » La lame trembla à nouveau. Mais peut-être pas par choix. Elle changea de position et il sentit la chaleur de son corps à travers le tissu fin de sa chemise. L'Iowa prévoit de frapper dans 3 jours. D'abord le comptoir commercial de Canyon Creek. Puis la ville. Comment sais-tu que son sourire n'était pas chaleureux? Parce qu'il me l'a dit lui-même. Avant que je découvre qui il était vraiment. Elle roula sur le côté d'un mouvement fluide.
et atterrit sur ses pieds à côté du lit avec une grâce prédatrice. La perte de sa chaleur le laissa étrangement vide. Elle glissa le couteau dans sa ceinture et redressa sa robe, le mouvement accentuant la courbe de ses hanches. « Tu veux l'arrêter » demanda-t-elle. « Alors tu auras besoin de moi. » Un homme blanc, seul dans un territoire incertain, ne vivra pas assez longtemps pour trouver le camp d'Ayako. Marcus s'assit lentement en se frottant la gorge. « Et qu'est-ce qui te fait croire que je te ferai confiance pour ne pas enfoncer ce couteau entre mes côtes? À la première occasion? Parce que Kaya a dit, en se dirigeant vers la fenêtre, que tu es le seul homme blanc qui ait jamais essayé de sauver Apache. Au lieu de la lui ôter, elle le regarda par-dessus son épaule. Le clair de lune dessinait des reflets argentés sur la peau nue de ses épaules. Et parce que j'ai besoin que tu restes en vie pour m'aider à tuer mon oncle. Ils partirent à l'aube. Marcus sur son ongle et Kaya marchant à ses côtés, les mains liées par une corde, pour maintenir l'illusion qu'elle était sa prisonnière. C'était la seule façon pour eux de traverser le territoire disputé, sans essuyer les balles des deux camps. La corde lui écorchait les poignets. Mais elle ne se plaignait jamais. Au contraire, elle utilisait cette gêne pour alimenter la froide fureur qui grandissait en elle depuis la mort de son père. Chaque pas vers la forteresse d'Ayako la rapprochait de la confrontation qu'elle planifiait depuis des mois. « Parle-moi de lui, » dit Marcus, alors qu'il gravissait un ravin escarpé. « Ton oncle était un chef de guerre qui avait autrefois combattu aux côtés de Cochise. » La respiration de Kaya s'alourdissait à mesure que le sentier devenait plus raide. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait sous sa robe en peau de daim, à un rythme que Marcus trouvait d'une beauté troublante. Mais l'or l'avait changé, les promesses des hommes blancs l'avaient changé. Quel genre de promesses? Elle s'arrêta de marcher, se tournant vers lui avec des yeux qui brûlaient comme des charbons ardents. Que, s'il les aidait à débarrasser le pays des Apaches gênants, il lui donnerait son propre territoire. Une réserve où il pourrait régner. Son rire était dépourvu d'humour. Il croit à leurs mensonges. Marcus mit pied à terre, prétextant vouloir vérifier les sabots de son cheval mais en réalité pour rompre le charme qu'il ressentait en la regardant bouger. Il trahit donc son propre peuple. Il ne se contente pas de les trahir, il les chasse. Mon père a découvert. Kayako conduisait les soldats blancs vers les camps d'hiver. Des endroits où les familles se rassemblaient pour survivre au froid. Sa voix s'est légèrement brisée. Les enfants, Marcus. Il les aide à tuer des enfants. La douleur dans sa voix l'a frappé plus fort qu'il ne s'y attendait. Sans réfléchir, il a tendu la main pour toucher son épaule. Puis s'est arrêté. La corde entre eux leur rappelait la tromperie qu'il devait maintenir. C'est pourquoi je dois l'arrêter. A-t-elle poursuivi pas pour me venger, mais pour rendre justice. Ils ont campé ce soir-là dans un canyon étroit, à l'abri du vent grâce aux parois de grès rouge. Marcus alluma un petit feu, tandis que Kaya ramassait toutes les plantes comestibles qu'elle pouvait trouver. Lorsqu'elle s'agenouilla près du ruisseau pour les laver, sa robe collait à son corps, d'une manière qui lui assécha la bouche. La courbe de son dos lorsqu'elle se pencha au-dessus de l'eau. La façon dont le tissu humide soulignait ses hanches. Tout en elle semblait conçu pour tester son self-control. Mais c'était plus que du désir. Il y avait quelque chose dans sa force. Sa détermination tranquille qui faisait appel à une partie de lui, qu'il croyait morte avec sa sœur. « Tu me fixes, dit-elle, sans lever les yeux. Désolé. » Marcus reporta son attention sur le feu. Mais l'image des gouttelettes d'eau accrochées à sa peau restait gravée dans sa mémoire. Je n'ai pas dit que cela me dérangeait. Quand elle se leva et lui fit face, sa robe était encore humide, le cuir moulant son corps comme une seconde peau. Mais si nous devons travailler ensemble, tu dois savoir quelque chose à mon sujet. Quoi donc? Je ne me casse pas facilement. Elle marcha vers lui avec une lenteur délibérée, ses hanches se balançant à chaque pas. Des hommes ont essayé, des hommes blancs, qui pensaient qu'une femme apache leur appartenait. Elle s'arrêta juste assez près pour qu'il puisse sentir à nouveau la sauge dans ses cheveux.
Ils ont appris qu'il n'en était rien. Marcus soutint son regard. Je ne suis pas comme ces hommes. Non, dit-elle en inclinant la tête. En l'observant alors quel genre d'homme es-tu? Marcus Stone. La question resta suspendue entre eux comme la fumée du feu. Il aurait pu lui donner une réponse facile. Un éleveur, un ancien soldat. Un homme qui essaie d'oublier le passé. Au lieu de cela, il lui dit la vérité. Le genre qui a tué trop de gens et sauvé trop peu. Il fixa les flammes. Le genre qui regarde une femme risquer sa vie pour la justice. Et se demande s'il est assez courageux pour l'aider. Quelque chose changea dans son expression. Le masque de froide détermination glissa, révélant un aperçu de la femme sous la guerrière. Tu as aidé mon père alors que tu aurais pu le laisser mourir. Il fallait du courage pour ça. N'est-ce pas? Ou étais-je simplement fatigué de vivre avec du sang sur les mains? Elle s'agenouilla à côté de lui. Assez près pour que son genou effleure sa cuisse. Peut-être que ses deux doigts touchèrent son poignet. Juste au-dessus du pouls. C'est peut-être ce qui fait de toi l'homme idéal pour m'aider. Ce contact envoya une décharge électrique dans ses veines, pas seulement du désir, même s'il y en avait beaucoup. Mais quelque chose de plus profond, une reconnaissance. Comme si deux morceaux brisés s'étaient retrouvés. Dans l'obscurité. Kaya, dit-il. La voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Oui. Si nous faisons cela, si nous poursuivons Ayakoa. L'un de nous pourrait ne pas revenir. Son sourire était doux, triste et magnifique. Alors? Nous ferions mieux de nous assurer que nous avons quelque chose qui vaut la peine de mourir. Quand elle se pencha en avant et pressa ses lèvres contre les siennes. Il eut l'impression de rentrer chez lui. Après des années d'errance dans le désert. Ils trouvèrent le campement d'Ayako le 3e jour. Caché dans un canyon encaissé. À 30 km au sud de la route territoriale. Depuis leur position sur le bord du canyon. Marcus compta au moins 30 hommes. Un mélange de guerriers apaches et de hors-la-loi blancs. Unis par la cupidité et la violence. Là, murmura Kaya. En désignant une grande tente au centre du camp. C'est là qu'il tient conseil. Marcus étudia la disposition à travers ses jumelles. Des gardes à chaque approche. Des chevaux attachés dans un corral naturel. Des armes empilées près du feu. Cela ressemblait plus à un avant-poste militaire qu'à un camp de pillards. Comment nous approcher suffisamment? Demanda-t-il. Nous ne le faisons pas. Les yeux de Kaya brillaient d'un éclat dangereux. Tu le feras seul. Ce n'était pas le plan. Les plans changent. Elle se tourna vers lui. Son corps lui bloquant la vue sur le camp en contrebas. Dans la lumière crue du désert. Chaque courbe se dessinait contre le ciel et la pierre. Ayako connaît mon visage, mais un homme blanc avec des armes à échanger. Il t'accueillera comme un frère. Marcus baissa ses lunettes. Et te laissera ici pour quoi faire? Attendre et espérer que je ne me fasse pas tuer. Me laisser ici pour couvrir ta fuite si les choses tournent mal? Elle sortit un Winchester de son sac. Et vérifia le mécanisme avec une aisance acquise par l'habitude. Je tire mieux que tu ne le penses. Avant qu'il n'ait le temps de protester. Elle descendait déjà la pente arrière du canyon. Utilisant les buissons et les formations rocheuses pour se cacher. Marcus n'avait d'autre choix que de la suivre. En menant son cheval. Et en essayant de ne pas penser à toutes les façons dont cela pourrait mal finir. 1 heure plus tard. Il arriva au campement d'Ayako avec une mule de bâtiment. Chargée de fusils et de munitions. Des armes qu'il avait prises aux bandits morts. 3 jours plus tôt. Les gardes le regardèrent avec suspicion mais ne tirèrent pas. Ce qu'il prit pour un bon signe. Ayako sortit de sa tente tel un roi. Saluant un suppliant. Il était grand pour un apache. Avec des cheveux grisonnants. Et l'allure d'un homme habitué à commander. Mais ses yeux reflétaient le calcul froid. De quelqu'un qui avait vendu son âme. Et trouvé le prix acceptable. Tu apportes des cadeaux à mon campement. Dit Ayako dans un anglais clair mais teinté d'accent. Que veux-tu en échange? Marcus mit pied à terre. En prenant soin de bouger lentement et sans menace. Des informations, un passage sûr. Peut-être une chance de gagner beaucoup d'argent. De l'argent. Le rire d'Ayako ressemblait à un grincement de pierre.
Quel genre d'argent celui? Qui vient du fait de savoir? Quelles colonies vont être attaquées ensuite? Lesquelles ont les meilleurs butins? Et les défenses les plus faibles? Marcus retira la bâche qui recouvrait sa mule de bâtiment. Révélant les fusils qui se trouvaient dessous, je pense qu'un homme avec vos relations pourrait connaître ce genre de choses. La cupidité brilla dans les yeux du chef de guerre. Ce sont des armes militaires. Tout juste sorties d'un wagon de ravitaillement de l'armée. Le genre de wagon qui pourrait transporter d'autres marchandises de valeur. Marcus laissa l'implication en suspens. Si un homme savait où le trouver. Pendant l'heure qui suivit, ils négocièrent comme des marchands dans un comptoir commercial. Marcus donna à Hayakawa juste assez d'informations pour maintenir son intérêt, tout en apprenant les détails des raids prévus. Canyon Creek demain à l'aube. La ville de Cedar Falls 2 jours après cela. Puis, une attaque coordonnée sur 3 colonies différentes. Le temps d'empêcher une riposte militaire. Tu veux participer à cela, dit Hayakawa. Tu dois d'abord faire tes preuves. Demain, tu viendras avec nous à Canyon Creek. Montre-moi que tu peux tuer des colons blancs. Aussi facilement que tu fais du commerce avec eux. Marcus sentit sa gorge se serrer. Des innocents allaient mourir demain. À moins qu'ils ne trouvent un moyen de l'empêcher. D'accord. Mais j'ai besoin d'une preuve que ce n'est pas un piège. Quelque chose à montrer à mes partenaires de l'Est. Pour leur prouver que tu es sincère. Hayakawa sourit. Mais son regard resta impassible. Quel genre de preuve? Des lettres, des communications avec tes sponsors? Les hommes blancs qui soutiennent tes opérations. Son sourire vacilla légèrement. Comment le sais-tu? Un homme n'équipe pas 30 combattants avec des armes militaires. Sans avoir beaucoup d'argent derrière lui. De l'argent qui exige quelque chose en retour. Marcus garda un ton neutre. Je fais tout le temps affaire avec des hommes comme ça. Ils apprécient la discrétion et les résultats. Après un moment d'hésitation, Hayakawa fit un signe de tête en direction de sa tante. Venez, je vais vous montrer le genre de résultats que nous obtenons. À l'intérieur de la tente, Marcus vit des cartes marquées d'objectifs à attaquer. De la correspondance avec les autorités territoriales. Et des manifestes d'approvisionnement qui lui retournèrent l'estomac. Ce n'était pas seulement des raids. C'était une extermination systématique. Déguisée en troubles indiens. Impressionnant, dit-il. En mémorisant autant qu'il le pouvait. Qui est votre contact au sein du gouvernement territorial? Le colonel Harrison, à Fort Msekini. Il s'occupe de déplacer les troupes ailleurs quand nous frappons. Loa versa du whisky dans un verre à partir d'une bouteille. Qui avait probablement été pillé. Chez une famille assassinée. En échange, nous nous assurons que les bonnes personnes soient accusées. Des attaques. Marcus accepta le verre. L'esprit en ébullition. Harrison était un nom qu'il connaissait. Un politicien nommé qui visait le poste de gouverneur territorial. Le genre d'homme qui sacrifierait sans hésiter. Les colons comme les Indiens pour son avancement personnel. Et des partenariats lucratifs. Hayakawa porta un toast. Marcus leva son verre. Puis jeta le whisky au visage du chef de guerre. Et lui enfonça son poing dans la gorge. Hayakawa trébucha en arrière, suffocant. Tandis que Marcus s'emparait des documents compromettants. Et se précipitait vers l'entrée de la tente. Des cris éclatèrent dans tout le camp. Alors qu'il se jetait sur son cheval. Des balles sifflèrent près de sa tête. Alors qu'il éprenait l'animal vers l'entrée du canyon. Assis bas sur sa selle derrière lui. Il pouvait entendre Hayakawa hurler des ordres en apache. Et en anglais. Puis le premier coup de fusil retentit depuis le bord du canyon. Et l'un de ses poursuivants tomba de son cheval. Kaya couvrait sa fuite comme elle l'avait promis. Abattant les cavaliers avec une précision méthodique. Marcus atteignit l'entrée du canyon. Alors que le soleil touchait l'horizon occidental. Peignant les rochers de rouge sang dans la lumière déclinante. Kaya était déjà là avec ses chevaux de rechange. Son Winchester fumant entre ses mains. As-tu obtenu ce dont nous avons besoin? Demanda-t-elle. Il agita les papiers volés. Assez pour pendre Harrison. Et la moitié du gouvernement territorial. Mais Hayakawa est toujours en vie et il sait que nous arrivons. Elle enfourcha son cheval avec une grâce fluide.
Alors nous ferions mieux d'atteindre Fort Msekini avant lui. Ils chevauchèrent toute la nuit vers une aube incertaine, transportant la preuve de la trahison et l'espoir que la justice était encore possible. Dans un pays où la confiance s'obtenait sous la menace des armes, et où l'amour s'épanouissait dans l'ombre de la violence. Le soleil matinal peignait d'or les murs du fort McKinley, alors que Marcus et Kaya franchissaient les portes. Sous un drapeau blanc, les documents volés dans les sacoches de Marcus contenaient suffisamment de preuves pour révéler la conspiration du colonel Harrison. Mais les présenter nécessiterait un acte de foi, de la part d'hommes qui avaient peu de raisons de leur faire confiance. Le général Morrison, commandant du fort, écouta leur histoire avec la patience lasse d'un homme qui avait trop vu la politique frontalière. Mais lorsque Marcus étala les documents sur son bureau, les manifestes d'approvisionnement, les registres de paiement, la correspondance détaillée entre Harrison et Hayakawa, l'expression du général se durcit. Si cela est vrai, dit lentement Morrison, cela représente une trahison d'une ampleur que je n'ai jamais rencontrée. C'est vrai, dit Kaya doucement. Mon oncle croyait sauver notre peuple en choisissant le camp des vainqueurs. Il n'a jamais compris que des hommes comme Harrison nous considèrent tous comme sacrifiables. L'arrestation du colonel Harrison provoqua une onde de choc dans la capitale territoriale. Son réseau de corruption se défit comme une couverture mal tissée, entraînant dans sa chute les politiciens, les commerçants et les officiers militaires qui avaient profité du conflit artificiel. Les raids prévus par Hayakawa échouèrent lorsque ses fonds disparurent et que ses alliés blancs se retrouvèrent en prison. Mais la victoire eut un prix. Kaya se tenait sur la crête, surplombant la vallée où son père était enterré, le vent soulevant ses longs cheveux comme une bannière sombre contre le ciel du soir. Elle portait une nouvelle robe en coton bleu à fleurs blanches, un cadeau de la femme du général, qui avait insisté sur le fait que les héros méritaient mieux que de la peau de daim tachée de sang. Il aurait été fier, dit Marcus, en la rejoignant, devant la tombe qu'ils avaient construite avec des pierres du canyon. L'aurait-il été? La voix de Kaya trahissait une vieille douleur. J'ai tué son frère, détruit sa dernière famille survivante. Tu as mis fin à une guerre, dit Marcus en lui touchant l'épaule, sans plus hésiter à lui offrir son réconfort. Tu as sauvé des centaines de vies, Blanche et Apache. Elle se pencha vers lui, recherchant la chaleur d'un contact humain. Et maintenant, que faisons-nous? Le monde n'a pas changé. Simplement parce que nous avons dévoilé un complot. Marcus réfléchit à sa question. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, la frontière était encore un endroit difficile, encore peuplé d'hommes qui voyaient la violence comme la solution à tous les problèmes. Mais c'était peut-être justement pour cela qu'il fallait des gens qui faisaient des choix différents, qui construisaient quelque chose de mieux, dit-il finalement. Ensemble. 6 mois plus tard, ils se tenaient à l'entrée d'une petite cabane, surplombant une vallée verdoyante du territoire du Colorado. Le ventre de Kaya affichait la courbe douce d'une grossesse naissante, sous sa robe simple. Et ses mains portaient les callosités de quelqu'un qui avait appris à travailler aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Si vous nous avez accompagnés tout au long de ce voyage d'amour et de rédemption dans la frontière sauvage, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires où la passion rencontre le danger sous le ciel infini de l'Ouest.